Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de nos interviews en grand format, aujourd'hui avec Éric Dessen. Alors, on va parler évidemment de Yamaha, mais on va commencer plutôt par ton histoire personnelle et ton parcours qui est assez insolite. Et puis on découlera sur quelque chose de plus intéressant, c'est la conception d'une moto, de l'imagination d'un designer ou d'un ingénieur. Ensuite, au produit fini. Puis comme tu es sympa, tu vas nous donner toutes les nouveautés Yamaha jusqu'en 2026. Mais ce sera à la fin, il faut regarder jusqu'au bout. Pour commencer, est-ce que déjà tu peux présenter, et puis tes fonctions surtout? Présenter mes fonctions, oui, c'est pas très compliqué. Aujourd'hui, je suis président de Yamaha Motor Europe. Yamaha Europe, c'est 43 pays qui vont globalement d'Israël à l'Ukraine, en passant par l'Islande et jusqu'au Portugal. On a des distributeurs indépendants, encore, sur plusieurs pays, qui sont la Suisse, l'Irlande, la Grèce, Chypre, Israël. Et puis le reste, ce sont des filiales, donc qui sont directement dépendantes de Yamaha Europe et où on prend en charge la distribution, l'animation des marchés pour tous les clients. Aujourd'hui, ça représente à peu près un chiffre d'affaires de 2,5 milliards. On représente environ 15% du chiffre d'affaires du groupe mondial Yamaha. Et on distribue tous les produits, c'est-à-dire évidemment la moto, les scooters, mais aussi le quad, les SSV, les groupes électrogènes, les voitures de golf, la marine, les moteurs hors-bord, les marine jets, des bateaux. On a un chantier nautique qui nous appartient en Europe. On fait à peu près 3500 bateaux par an. Et puis on fait de la robotique. J'ai une filiale de robotique industrielle en Allemagne qui distribue sur l'ensemble de l'Europe. Et la robotique représente à peu près 7% du chiffre d'affaires total du groupe. Et nous rend bien service sur nos propres usines et sur l'amélioration de la production. Donc en fait, c'est très varié et je suis un mec chanceux. D'accord. Et en complément de tes fonctions au sein de Yamaha Europe, tu es aussi, entre guillemets, en fonction au niveau de Yamaha Japon? Alors, ce qui se passe, c'est que, en fait, jusqu'à ce que j'arrive, la fonction de président ou de vice-président de Yamaha Europe a toujours été détenue par un Japonais. Et souvent, ce Japonais est devenu le président groupe monde. Donc, c'est fait partie des quelques postes identifiés dans l'organisation comme étant préparatoires un jour à prendre de plus grandes fonctions. Et il n'était pas crédible d'avoir cette responsabilité sans avoir un rôle à jouer au sein de l'organisation mondiale de Yamaha. C'est la raison pour laquelle, après avoir été directeur général opérationnel en 2014, je suis passé Executive Officer de Yamaha Japon, qui veut dire que tu fais partie des 20-25 qui peuvent, sur le principe, être nommés un jour président du groupe. Donc ça veut dire que tu es identifié comme étant un des contributeurs cœur de Yamaha. Et je dois dire que quand j'ai fait la première fois, parce que quand tu es Executive Officer, tu es obligé d'assister à l'Assemblée Générale des actionnaires. Parce que c'est une forme au Japon de respect pour l'ensemble des actionnaires. Et donc tout le board est face aux actionnaires et présente les résultats de l'année. Et il faut savoir que c'est une fonction où on est renouvelé tous les ans. Donc à chaque fois, tu n'as un mandat que d'1 an. Et si tout se passe bien l'année suivante, tu peux espérer être renouvelé. Bon, pour le moment, moi, je croise les doigts, j'ai été renouvelé. Mais donc, il y a une forme de responsabilité collective et tu rentres dans autre chose. Et moi, je dois dire que je ne suis pas franc-maçon, je suis pas dans la mafia. Mais là, pour la première fois, j'ai eu l'impression de faire partie d'un clan. Ça veut dire que ce premier dîner où j'étais le seul non-japonais, avec les 24 autres, à partager, parce que tous les ans, après l'Assemblée Générale, on passe un dîner ensemble. Et ce dîner, c'est pour fêter la bonne clôture de l'année précédente et l'ouverture de celle qui démarre et où nous sommes tous renouvelés. Et ce dîner se fait entre amis, finalement. Et donc, il n'y a plus de président, il n'y a plus de titre, il n'y a plus rien. Pendant ce dîner, on se dit tout ce qu'on veut. Voilà, c'est royal au bar. Et chacun, évidemment, dit son petit mot. Et quand je suis arrivé dans ce dîner-là, jamais j'ai senti ça, en fait. De faire partie d'un groupe comme ça, d'hommes et de femmes qui sont liés entre eux avec une vraie responsabilité. Donc c'est assez touchant. Et pour montrer la moralité des groupes japonais, chacun paye sa part. Hein. Ce n'est pas la boîte qui paye. Hein. Ça veut dire que chacun paye sa part. Et alors, pour l'anecdote, parce que c'est assez marrant, quand tu es executive officer, la première chose qu'on te demande, c'est 400 €. Ah bon ? Ah ouais ? Tous les ans, on te demande 400 €. Et là, tu te dis, mais ça sert à quoi ? C'est pour payer la bouffe de ce dîner
et des couronnes de fleurs si l'un de nous meurt. Ah ouais. Donc, s'il y en a un qui décède, il y a une couronne de C'est une fleurs qui est provision. prévue par les autres executive officers, mais ce n'est pas Yamaha qui paye, c'est nous. D'accord. Donc, voilà, donc c'est la provision, tu te dis, ils sont très prudents. En espérant qu'elle serve le plus tard possible. En espérant, mais donc voilà, donc j'ai la chance de partager ça, d'accompagner ça depuis maintenant 6 ans. Alors maintenant, je suis même senior executive officer, ce qui en général ne sent pas bon, parce que ça veut dire que tu commences à faire partie des vieux. Non, c'est un rôle que je respecte profondément, parce que ça te met en responsabilité, pas que sur tes opérations, pas que sur les ventes, mais aussi sur un engagement moral pour l'entreprise, pour son éthique, pour la façon dont elle doit savoir évoluer dans le temps, et c'est une belle mission. Très bien. Bon, on va rembobiner la machine. On va rattaquer au début. Alors toi, tu es vraiment issu d'une famille de motards, mais pas que tes parents, les grands-parents. C'est un héritage génétique chez les Deux-Seines, la moto? Ouais, enfin c'est même... mais je pense qu'on est nombreux en France à avoir eu la chance d'avoir nos aînés qui ont été pratiquants, qui ont eu la moto. Moi, je suis issu d'une famille qui est formidable parce qu'elle est extrêmement diverse. Du côté de maman, j'avais un grand-père qui était le 10e enfant d'une famille de pasteurs. Mon arrière-grand-père était pasteur à Paris, et quand tu es le 10e enfant, tu as plutôt des devoirs plutôt que beaucoup d'avantages. Mais tu as l'avantage d'une bonne éducation. Donc mon grand-père était né à la fin du 19e siècle, en 1898, et donc ils étaient relativement modestes. Et ce qui fait que le seul moyen de déplacement accessible, c'était la moto. Donc lui a écumé la France et une partie de l'Europe à moto, après la Première Guerre mondiale qu'il avait faite en tant qu'officier, et il a vu cette pratique-là. Et évidemment, il a eu 6 enfants, dont ma mère, et sur les 6, il y en a 3 qui sont passés par l'étape moto, avec des Puch 250, des Triumph, des tout ça. Et puis du côté de papa, alors c'est marrant parce que c'était la vieille aristocratie, ayant eu ses heures de gloire, mais ayant plus que le passé comme glorieux. Et donc là aussi, la moto était le moyen d'évasion et de transport qui était accessible par tous. Donc moi, c'est ça qui est assez intéressant dans les photos que tu nous as transmises, c'est que moi j'avais envie de te demander, mais c'était quoi la moto à l'époque, surtout de tes grands-parents? Est-ce que j'imagine que c'était minoritaire dans la société? C'est pas comme la mobilette ensuite, ou la moto comme ça l'était dans les années 70. C'était qu'une infime partie de gens un peu aventuriers, ou c'était Oui, je pense qu'il y avait en tout cas l'attrait à la fois de la mécanique et de la liberté. La moto, ça reste un vecteur de liberté, quelle que soit l'époque, quel que soit le milieu, quelle que soit la période. Et pour eux, c'était la meilleure manière de se déplacer et d'être déjà dans le voyage. Ça a toujours été l'empreinte. Ensuite, à la génération de mes parents, papa, dès qu'il est parti, il a épousé maman en 54, il avait 25 ans, maman en avait 20, et ils sont partis avec, c'était peut-être prédestiné, mais ils sont partis avec le Liberté, qui était un paquebot et qui permettait à l'époque de faire Le Havre, New York. Et les parents sont partis à New York, vivent cette aventure-là, ce qui était rare à leur génération. Et la première chose qu'ils ont fait en arrivant à New York, c'était d'acheter une moto. Et papa a acheté une Norton, une Dominator, avec laquelle ils ont écumé les environs de New York, avant de se payer une Studebaker cabriolet qui n'avait pas d'âge, et avec laquelle ils ont écumé. Et donc moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, lorsqu'ils sont revenus ensuite en France, et où mon frère et moi nous sommes nés, et ensuite mes sœurs, nous partageaient cette vision du monde qui était très libre, très ouverte, avec une image très positive des États-Unis, et où déjà la moto faisait partie de cette aventure, de ce vécu. Et quand tu as 5 ans, 8 ans, etc., et que tu vois les films 8 mm, et que tu as été sage, et qu'enfin, le dimanche soir, on a le droit de regarder 3 bobines de films, et que tu vois ça, tu peux être qu'inspiré. Et donc, papa et maman, après, ont eu l'intelligence de se dire, mais finalement, si on veut protéger des vacances, nous deux, en couple, la moto est une bonne manière de le faire. Et papa partageait cette passion avec son frère, son petit frère, Arnaud, qui était un mec formidable, agriculteur dans l'Ariège, et ils partaient ensemble, les deux couples, en vacances, tous les ans, 10 à 15 jours, à moto.
Et donc, avec les cousins, on restait chez la grand-mère en attendant qu'ils reviennent. Et donc, on était tous, évidemment, comme ils n'étaient pas là, on prenait nos vélos et on mettait les cartons dans les rayons et on disait et on s'appelait Joël Robert, Saarinen, etc. Mais du coup, ça a transmis un peu ce goût de la moto à tes cousins, à l'ensemble de la famille. Ouais, complètement. Et donc, alors, du côté de maman, moins, mais du côté de papa, oui. Et notamment, mon oncle Arnaud, adoré, qu'on voit même sur ses photos noir et blanc, et qui est mort à moto à 42 ans, alors qu'il était père de 4 enfants. Ses 4 fils font de la moto, et l'un est concessionnaire Yamaha à Tarbes aujourd'hui. Donc, malgré ce dramatique accident, aucun n'a lâché. Et ça faisait partie d'une forme d'identité, de lien entre nous. Mais la moto, elle a ça de magique. Ouais. C'est que. Toi, tu vas même plus loin. C'est qu'il y a tes premiers souvenirs et tu expliques même que grâce à la moto, tu as eu des rapports un peu particuliers avec ton père. Évidemment. Comme vous étiez nombreux, entre guillemets. Non, mais évidemment. Alors, ce qu'il y a, c'est que donc, moi, l'environnement, c'était ça. Et ce qui était génial, c'est que dès l'instant où tu es enfant et tu t'intéresses, où tu te sens inspiré par la moto, moi, partout où j'allais, j'arrivais à trouver au fond d'une grange, il y avait toujours une mob, il y avait toujours un truc qui traînait. Et donc, dès que les parents étaient partis, tu trouvais de l'essence, tu essayais de démarrer, de machin. Et donc, cette émotion du truc qui démarre, et moi, j'avais la chance, où que j'aille, il y avait toujours un truc qui traînait. Et en fait, cette aspiration-là, je trouve que ça, même enfant, ça t'ouvre déjà un peu, ça te met un pied dans le monde adulte, dans le monde d'après. Et c'est très excitant. Donc moi, j'ai vraiment eu ça. Et puis, papa était sympa parce que il venait l'été, dès qu'on était en vacances scolaires, maman se tapait le break Simca avec les valises sur le toit et la galerie. Et papa venait nous rejoindre le week-end à moto. Et donc, quand il venait, c'était, voilà, il faut s'imaginer, les années 60, la combinaison Lewis noire, la sacoche ventrale avec le tendeur qui tient tout ça, le Cromwell, parce que papa, je pense que c'était par snobisme, a toujours dit qu'il a été claustro dans un intégral. Donc il a toujours gardé son Cromwell. Il a fini de rouler, il a arrêté de rouler à 77 ans, mais jusqu'à 77 ans, il roulait avec le Cromwell. Il avait 3 paires de Mike Hollywood réplica en lunettes, et il est arrivé comme ça. Donc tu vois ton père arriver, héros, quoi, magique. Et si j'avais été aimable, et alors mon truc, c'est que j'astiquais sa moto, et en astiquant la moto, j'avais le droit de faire un tour. Et alors après, papa m'emmenait, j'avais, je sais pas, 5 ans, 6 ans, j'étais sur le réservoir de la BM, et là, le monde t'appartient. Le monde t'appartient. Moi, cette magie du feu vert, du feu rouge qui s'allume, tu mets ton clou, à l'époque, le clou était sur le phare, tu t'allumes, t'as ton voyant de point mort et d'alternateur qui s'allume, tu prends ton kick, plam, ça démarre et tout, et ça y est, ça va partir. Ouais, c'est parti pour le tour de manège. Et ça, c'était une émotion, voilà, formidable. Alors très tôt, quand tu es enfant, tu commences à t'intéresser à la compétition moto, et tu as une idole, c'est Saarinen. C'est quoi un peu pourquoi lui, pourquoi la compétition d'ailleurs? Parce que je pense que c'était moins accessible que ça peut l'être aujourd'hui, où tout le monde peut voir un Grand Prix assez facilement, quoi. Oui, alors, oui et non. Aujourd'hui, c'est accessible sur un écran. À l'époque, la moto venait à toi là où tu étais. Ça veut dire qu'il y avait des courses de côte, il y avait des courses de prairie. Et donc, quand tu étais paumé au fin fond de Lyon, chez ta grand-mère, avec ton vélo et avec un rayon d'action de 4 km, et que tu avais le motocross de Cerisier qui était à 6 km, on avait le droit d'y aller à vélo avec les cousins et on allait voir une course de moto. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne se rend pas compte comme ce tissu de compétition locale était extrêmement vivant et rendait la compétition finalement très proche. Très proche. Alors, ce n'était pas les champions, mais tu pouvais... L'huile de ricin, le paddock, tu te baladais, ça coûtait 1 franc l'entrée. Enfin, donc finalement, la moto, la compétition venait à toi. Après, grâce à papa, j'ai eu la chance de pouvoir aller très tôt à Charade, au Grand Prix de Rouen, au Bol d'Or, évidemment à Montlhéry. Et puis papa a participé à la relance du Bol d'Or en 69. Mais en tout cas, pour cet aspect compétition, voilà, j'allais là, c'était des moments forts, et moi j'étais en admiration absolue devant les pilotes. Donc évidemment que ça m'a inspiré. Alors, en 72, Saarinen éclate sur la scène internationale, avec sa moto semi-privée, parce qu'il avait quand même des pièces d'usine,
Il avait l'YZ 635 qui était sa 250 et l'YZ 634 qui était la 350, qui étaient les mêmes motos que Barichine. Et avec ça, et finalement, il éclate et il remporte le titre. Avec un statut qui n'est pas de pilote officiel. Donc, et moi, Saarinen, il était jeune, il avait l'air pas complètement idiot, il était ingénieur, il avait une bonne tronche, il ressemblait un peu à papa, il avait une moustache, il était blond, il avait les yeux bleus, il avait une jolie femme. Ouais. Moi, j'avais beau avoir 12 ans, je trouvais que Soleil, avec son panotage, il y a des photos célèbres où elle est en bikini, ça avait l'air une vie plutôt sympathique. Et donc, il m'a inspiré. Il m'a inspiré. Avant, même dans les pilotes français, le seul qui m'a allumé dans cette période-là, c'était Olivier Chevalier aussi, qui commençait à sortir et qui avait ce côté sympa, ouvert, et qui, d'un seul coup, te rendait la compétition belle, enfin, en tout cas attractive sur le plan humain de ce qu'il vivait. Donc moi, ça m'a beaucoup inspiré. Et puis comme papa était, par sa passion, il était sympa parce qu'il ne faisait pas que pratiquer. Et quand il est revenu en France, il a rencontré Jean Murit, il est devenu ami avec Jean Murit, et ils se sont dit, mais finalement, la moto, c'est aussi nous comme pratiquants. Parce que la moto, dans les années 60, c'était quand même très blouson noir, on appelait ça blouson noir à l'époque. Donc il y avait un côté un peu, on ne savait pas trop ce qu'il y avait derrière, mais c'était pas toujours très reluisant. Et en fait, il y avait toute une partie du marché qui étaient des gens qui travaillaient, qui avaient différents métiers, et qui pratiquaient aussi la moto comme un loisir. Et donc ils se sont dit à l'époque, ce serait bien d'améliorer l'image de la moto en France en montrant que ces gens-là pratiquent et qu'on a des gens du monde des médias, du journalisme, des affaires, du commerce, mais qui pratiquent aussi la moto. Et c'est comme ça qu'ils ont créé le BMW Club de France en 1964. Et papa était le secrétaire général, Jean était le président, Jean Murit, De Keyser était le trésorier, j'ai encore les noms, tu vois, il y avait l'allemand, etc. Et un groupe de copains. Et il y avait des Christian von Rijswijk, il y avait des gens qui ensuite ont fait carrière dans la télévision, etc., qui en faisaient partie. Ils ont fait des sorties, puis ils ont aperçu que ça marchait, qu'il y avait un besoin. Et c'est comme ça qu'ils ont lancé la concentration des chamois, qui avait lieu à Val d'Isère. Et le chamois, c'était marrant parce que c'était un clin d'œil à la pratique traditionnelle de la moto de ces années-là, qui était globalement franchée. Donc il fallait être bon mécano, il fallait savoir réparer sur le bord de la route, il fallait braver les éléments comme toujours. Il y avait un côté un peu aventurier, il faut qu'il se passe un truc. Oui, il y avait un truc. Donc t'es un vrai, t'es un dur. Et donc, quand t'es un vrai, t'es un dur, t'allais aux éléphants. Bon. Et les éléphants, c'était la concentration en Allemagne, où on se les gelait au milieu de l'hiver, et il fallait, voilà, on y allait. Et ça existe toujours, c'est formidable. Mais donc, eux, ils ont eu l'idée de se dire, bah, attends, les éléphants, c'est pour se les geler, c'est en Allemagne, c'est bien pour les teutons, mais nous, on va faire un truc plus français, art de vivre. Et ils ont fait ça à Val d'Isère au mois de juillet, avec la montée du col de l'Iseran, qui était le moment où tout le monde se réunissait. Et ils ont fait des trucs super, hein, parce qu'ils avaient réussi à avoir Jean-Claude Killy, ils ont eu Marielle Guetschel, juste après les Jeux Olympiques de 68, où Marielle Guetschel avait remporté, en tout cas en slalom, les JO, et qui ouvrait la montée vers le col de l'Iseran, donc ils avaient eu des retombées. Hein. Et le succès les a dépassés. Et parce qu'ils ont dépassé, à l'époque, il y avait plus de 10 000 participants, et moi, je le savais parce que j'étais payé 1 franc l'heure l'hiver pour classer par ordre alphabétique toutes les fiches des inscriptions du chamois. Et donc, Val d'Isère, au bout d'un moment, a dit c'est trop gros pour nous. Et Honoré Bonnet, qui s'occupait de la station de Pralou, a dit pour lancer Pralou, je vais les prendre. Ça a été une catastrophe. Ça a été une beuverie sans nom. Il n'a pas fait beau. Il a flotté. Les mecs ont été dans les 3 troquets qui étaient là. Ils ont tout dépend. Et donc, le chamois, malheureusement, est mort d'une mort un peu triste. Mais dans le même temps, ils ont décidé de relancer le bol d'or en 69. Et parce qu'ils se disaient, mais finalement, voilà, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Et ils ont relancé le bol comme ça. Et moi, ça m'a permis aussi d'être, entre guillemets, dans l'organisation du bol d'or du haut de mes 10 ans et de vivre le bol de l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu un attachement particulier au bol d'or. On va passer un peu à tes premières confrontations et tes premières sensations de compétiteur avec les jeunes tigres et le guidonchel. Si tu peux nous en parler un peu de ce que c'était. Parce que quand on connaît l'histoire que tu vas expliquer, tu dis quand même c'est incroyable qu'on organisait pour si peu d'argent un tour de moto aux enfants du coin. Enfin, en fait, merci Mondray, quelque part. Donc moi, on habitait le Valois-Perret à cette époque-là, et j'avais 12 ans,
Et déjà, dans mon environnement, j'étais connu comme le frappadingue de moto, qui fout rien en classe et qui pense qu'à la moto. Pour te donner une idée, moi je me souviens, en classe, on avait dans notre bureau un râtelier dans lequel tu étais censé mettre ton cartable et qui avait une forme en V comme ça. Et moi je me mettais à quatre pattes, je prenais le truc comme si c'était des bracelets. Et j'étais là, machin, sous ma table en disant, regardez les mecs, comme je pourrais attaquer. Bon, donc j'étais complètement frappé et j'avais cette réputation-là. Et un jour, j'avais 12-13 ans et j'ai des copains aînés, parce que nous, on est protestants, mon grand-père était pasteur, etc. Donc, moi, j'avais fait mon éducation religieuse protestante au temple de Neuilly. J'étais aux éclaireurs, au louveteau, enfin, je faisais tout ça bien. Et j'avais des copains, et donc plus âgés. Et il y en a un qui me dit, écoute, Eric, il y a un truc pour toi. Il y a le guidon des Jeunes Tigres, qui à l'époque était sponsorisé par Esso, qui se déplace et qui vient s'installer sur l'île de Puteaux, qui était à une portée de fusil. Tu devrais aller voir, c'est un truc pour toi, ils prennent les gars même qui n'ont pas 14 ans, et tu peux aller faire de la mob. Du coup, je prends mon vélo, je file là-bas, et je rencontre Philippe Mondret qui démarrait cette école sous le contrôle de son père. À peine plus âgé que toi. Hein. Beaucoup plus vieux. Beaucoup plus vieux. Non, Philippe, le pauvre a au moins 3 ans de plus, ou 2 ans de plus. Non, oui, il a 2 ans de plus. Quoi. Bon, donc moi j'avais 12, il devait en avoir 15, enfin, ou 13. Ça veut dire qu'il était déjà en responsabilité d'un truc à 15 ans. Quoi. Georges était là, hein, Jojo était là, et ils avaient ce parc de mobylettes Peugeot. Et c'est devenu le guidon Shell à la place des Jeunes Tigres, parce qu'ils sont passés de SO à Shell. Moyennement, le principe, c'était très bien. C'était pour éduquer les jeunes à la pratique d'une mobylette avant qu'ils se lancent sur la route, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de permis AM, il n'y avait rien de tout ça. Et donc, j'y suis allé et ça coûtait 5 francs l'après-midi. Bon. Et mon grand-père nous donnait 50 francs chaque année sur notre livret de caisse d'épargne. Donc, j'avais un crédit de 10 séances. Donc j'ai fait mes 10 et au bout de 10, j'étais à poil. Et là-dessus, Philippe a vu que j'étais motivé. Et donc il m'a dit, écoute, toi, j'ai peut-être un truc à te proposer. Tu viens avant les autres, à 1h30 au lieu de 2 heures. Tu m'aides à sortir toutes les mobylettes du garage, parce que c'était super mal foutu. Il fallait ranger on rangeait toutes les mobs, il fallait descendre un escalier, les foutre sous l'escalier. Tu m'aides à sortir ça, tu fais ton après-midi gratos et tu m'aides à ranger le soir. Et du coup, j'ai fait 2 ans comme ça. En allant le plus souvent possible, le mercredi ou le samedi. Et il y avait un petit trophée en fin de saison. Et alors, en fin de saison, on détectait soi-disant les talents de l'année et on était une petite dizaine à être sélectionnés pour faire la finale du guidon et qui était une épreuve en 3 sections. Tu avais une épreuve parce qu'il fallait montrer qu'on était propre sur soi, donc il y avait une épreuve de code de la route. Bon. Tu avais une épreuve de maniabilité de Gymkhana et tu avais une épreuve de vitesse. Alors moi, la vitesse, ça me plaisait. Le code, il fallait bien y passer. Le Gymkhana, j'étais moins à l'aise. Et il y a un conflit non réglé entre Philippe Mondret et moi, puisque lors de l'épreuve du Gymkhana, il prétend que j'ai mis des pieds. Moi, je pense j'en ai mis un. Il m'en a compté 10 parce que j'aurais laissé traîner le pied. Moyennant quoi, j'ai fini 3e. Ou 2e, je ne sais plus très bien, mais je n'ai pas gagné. Et bon, voilà, donc ça m'a gâché ma carrière, mais c'était les premières émotions, et ce qui est incroyable, c'est de se dire qu'aujourd'hui, dans ce monde de médiatisation, à l'époque, il y avait 3 chaînes, il y avait la 1, la 2 et la 3. Et Stade 2 était venu pour faire un reportage, et moi j'avais été interviewé sur Stade 2, à l'époque c'était un truc de dingue, donc je suis revenu le lundi, j'étais une vedette au lycée, dans mon CES, là ils étaient tous... Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais sur l'instant j'ai eu cette espèce de phénomène de gloire. Le premier pas dans la course. Ouais, premier pas dans la course, premier pas sympa, et du coup je l'ai fait, je fais 2 années de suite, et notre amitié avec Philippe ne s'est jamais éteinte depuis cette période. Donc là on va aborder la première moto, la première vraie moto. Et toi, c'est marrant, c'est que c'est un non-choix. C'est le non-choix de la Kawasaki 100. Oui. Tu peux nous expliquer un peu l'histoire ? Oui, alors, en fait, papa était un peu vache, parce que tout le monde sait très bien qu'on pouvait rouler sur une mobilette à 14 ans, et puis une 125, c'était 16 ans. Et quand papa a vu que j'étais super motivé, et que j'économisais, et que je faisais tous les petits jobs possibles pour me payer ma première mobilette, quand il a vu que mes 14 ans arrivaient, il m'a dit « Attends, Eric, à la maison, c'est 15 ans, c'est pas 14, parce qu'il voyait bien que dès 14 ans, je serais à fond dans les rues du quartier. Donc il s'est dit, si on peut gagner 1 an, donc il m'a dit 15 ans. Donc j'ai dû attendre 15 ans pour m'acheter ma première 103. Et puis, quand est arrivé mes 16 ans, permis chaud bouillant,
Et moi, je suis assez fier de mon truc parce que je suis né le 9 juin et j'ai eu mon permis le 10 juin. 16 ans, un jour, minimum légal. Optimisation. On ne peut pas l'avoir avant. Bon. Et l'inspecteur, je me souviens encore, parce qu'à l'époque, tu avais des questions de code propres à la moto, et il m'en pose. Et puis d'un moment, il me dit, écoutez, je voulais vous protéger pour pas que vous vous foutiez par terre trop vite, mais j'arrête parce que vous le connaissez par cœur, votre truc. Je dis, bah oui, c'est fait pour ça. Bon, donc, j'ai mon permis à 16 ans un jour. Je reviens fier, absolument comme tout, à la maison, et je dis à papa, je suis prêt. Et puis il me dit, 17. Je dis, non, si, 125, 17 ans. Tu n'avais pas prévu en amont. Bon. Non. Et bon, il m'a dit, écoute, non, 17 ans. Là-dessus, je recherche dans le marché tout ce qui existe, et je finis par trouver cette 100 Kawasaki. Qu'on voit là. Qui était la 100 G7T. Et j'ai eu de la chance parce que cette 100 s'appelait 125 avant. Parce que, évidemment, c'est le marché 125 qui marchait, et 100 cm3 était une cylindrée très populaire en Asie. Et donc la Kawa avait ce petit moteur qui marchait vraiment du feu de Dieu, distributeur rotatif, très souple, avec une bonne puissance en haut, très légère, et il s'était fait épingler parce qu'il l'avait appelé 125, et leur argument était de dire « Ah oui, non mais c'est un cylindre, 2 temps, 5 vitesses ». Bon, on leur a dit... C'était déjà bien trouvé. Vous avez trouvé une valeur pour chaque chiffre. Mais on leur a dit « Vous êtes gentils, mais non, c'est mensonger, donc il faut l'appeler 100 ». Bravo pour moi, parce que grâce à ça, c'était pas une 125. Et donc, je me souviens, papa était en train de se raser dans sa salle de bain, et je suis avec mon prospectus tremblant, en disant, écoute, papa, ok, d'accord, 125, mais si j'achète une 100, tu peux pas m'interdire. Et il m'a dit, t'es malin, je savais pas que ça existait. Bon, et du coup, j'ai acheté ma 100 Kawa, 3 semaines plus tard, que j'ai commandé chez Murit, et ça a été le début de l'aventure. Et là, c'est marrant, parce qu'en plus, c'est ce que tu dis, c'est que ceux qui disent, non, il me faut tel confort ou tel cylindré pour voyager. Alors toi, tu as prouvé que... Enfin, tu as prouvé. Oui, j'ai l'impression que c'était dans la généralité aussi de l'époque. On était plein. Voilà, moi, quand j'ai eu ma mob, je me souviens, on prenait un compas, on se disait, allez, 10 heures de route, 45 km à l'heure, 450 bornes. 450 bornes, où sont les étapes? Et moi, dès mes 15 ans, on était partis, bon, j'étais descendu en mobilette, et on faisait des périples. Mais on partait, on faisait 400 bornes dans la journée en mob. Et tu ne te posais pas la question. Parce que c'était l'appétit du voyage, quoi, de découvrir. Et donc, la 100 Kawa, pareil. Et donc, j'ai fait un premier voyage initiatique assez sympa, parce que dès mon premier été, j'avais un de mes amis qui avait une 125 DTF. Et on est parti à deux. Et on a fait donc Paris-Pamiers, qui fait quand même 840 km dans la journée. Ah ouais. Pendant 3 jours, j'avais la main, elle était comme ça, et je ne pouvais plus ouvrir les doigts. Bon. Mais Paris-Pamiers dans la journée, je me souviens encore de Montauban-Toulouse, où on était à l'aspi, l'un à l'autre, couchés, à doubler les fils de bagnole, parce qu'on était le 1er août, il y avait les caravanes, tout ça. Je me souviens après Cahors, enfin bon. Donc on roulait, à peine arrivé là-bas, chez mon oncle qui était agriculteur, et de là on a rayonné, on a fait tout les cols des Pyrénées, donc pendant 8 jours, on est remonté par le Tarn-et-Garonne, les gorges du Tarn, les Cévennes, on est allé jusqu'à Nice par l'arrière-pays, et là on a traversé, on est passé en Corse, on a fait le tour de Corse, et on est revenu de Nice, la route Napoléon, retour Paris, quoi, et avec un 100. Et à fond tout le temps, Moi, je m'en suis pris, mais je sais pas, 5 ou 6 pelles. Et je me souviens, je me foutais par terre tout le temps, parce que pour moi, j'étais tout le temps sur un circuit. Et je me souviens, j'avais ce copain, qui est un cousin, qui à chaque fois me ramassait, me disait, écoute Eric, tu fais chier, arrête de te foutre par terre à peine parti. Je faisais 4 virages, j'étais par terre. Mais quand j'entends ces anecdotes, parce qu'on a évidemment plein de rouleurs de cette génération-là qu'on emmène sur les essais, et dont un qui vient souvent avec nous, qui est parti au Cap Nord, mais je me dis, mais c'était pas les mêmes enfants ou c'était pas les mêmes parents pour vous laisser partir à 16 ans? Les deux. Faire 15 jours de moto. En plus, sans téléphone portable. Je veux dire que tu n'as pas la sûreté d'aujourd'hui moi, c'est sûr savoir où est ton enfant toutes les 10 minutes. Les parents étaient super cool parce que j'appelais 2 fois une pièce d'1 franc dans une cabine pour dire juste je suis là, j'espère que vous allez bien, je vous rappelle dans 15 jours. C'était un truc de dingue, donc on ne se rend pas compte. Mais parce que ça, c'est une de mes convictions. Alors, je peux me planter, mais j'y crois, ma conviction. La moto était, dans ces années-là, un révélateur fort de ce qu'était la société du moment. Il faut se souvenir que moi, je suis né en 60, j'ai passé toute mon enfance avec mes parents qui me disaient « pendant la guerre ». Tu finis ton beurre, tu finis ton pain, nous pendant la guerre, nous pendant la guerre, nous pendant la guerre.
Donc la guerre était encore présente. Elle s'était arrêtée 15 ans avant ma naissance, ce qui n'est pas si lointain. Et donc, il faut comprendre que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de jeunes qui sont morts et ils n'avaient rien demandé. Et donc la mort, elle était subie, elle n'était pas choisie. Et je pense que ce n'est pas un hasard si, après la guerre, il y a eu une espèce de libération sur les activités à risque. Alain Bombard, qui traverse l'Atlantique, on ne lui demande rien, hein, mais il traverse l'Atlantique sur son Zodiac, en prenant le risque de se faire bouffer par je ne sais pas quel bestiau, mais il le fait. C'est l'époque où les grands alpinistes vont encore plus loin, encore plus haut, où les records de vitesse s'accélèrent. Le lac Salé, la première voiture a dépassé le 1000 km à l'heure, dont Vesco, avec ses 2 moteurs de 750e. Donc il y a cette espèce de recherche de l'exploit et de se dire « je peux risquer ma vie et la société ne m'en veut pas ». Aujourd'hui, on est dans une société donc, qui pas veut de te culpabilité protéger. sur les parents. Zéro quoi. culpabilité. Et donc, en fait, il y avait cet appétit à se dire « oui, les jeunes, il faut qu'ils se fassent la peau ». Donc, il faut aller chercher l'expérience. Et il n'y avait pas de jugement sur le fait de prendre de risques sur ta vie. On est dans une société aujourd'hui de la longévité. On veut à tout prix te protéger pour aller très loin, quitte à ce que tu finisses avec Alzheimer dans une difficulté qui est pénible pour toi comme pour ton entourage. Mais on veut que les gens durent longtemps. À l'époque, les gens voulaient vivre intensément. Ils voulaient vivre leur vie et donc recherchaient cette recherche des limites personnelles. Et ce qui fait que tu avais pour moi, je crois, hein, cette réaction post-guerre où tout le monde pouvait aller chercher ses propres limites et prendre des risques. On était dans une société où la vitesse était valorisée, la vitesse était synonyme de progrès. Le Concorde était d'une fierté nationale parce que c'était l'avion le plus rapide du monde. Et quand tu étais plus rapide, tu étais meilleur que les copains. Donc la vitesse était sublimée, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Tu avais l'ouverture du monde parce que finalement, l'automobile et la moto devenaient progressivement fiables et accessibles. La 2 chevaux, la 4L, ont formé une génération de gens à voyager. Qui voyaient leur champ d'action et leur donc, horizon s'élargir. Oui, et puis l'Afrique, elle était fréquentable. Ça veut dire que malheureusement, aujourd'hui, il y a des zones avec Al-Qaïda qui sont intouchables. À l'époque, tu faisais ta transsaharienne, tu descendais au Bénin vendre ta bagnole, voilà, c'était juste de l'autre côté de la Méditerranée. Et tu partais à l'aventure. Le Sahara était magique. Et c'était possible. Donc, en fait, tu avais à la fois cette envie de liberté, d'aventure, d'exploit, de vitesse. Et tout collait bien avec la moto, finalement. Et tu rajoutes là-dessus un peu de piment et de sel, ou de poivre, qui est globalement mai 68, une réaction d'une génération qui dit « Attends, la génération de papa, ça va 5 minutes. Moi, j'ai pas envie de vivre comme ça, avec autant de codes imposés. Donc moi, je veux me les faire, et je veux aller dans cette liberté. » Donc tu rajoutes la liberté au-dessus. Et bien là, tu as les ingrédients de la moto. Et donc, quand tu es né en 60, que tu vois tes cousins un peu aînés là, qui balancent des pavetons mai 68, et où tu te dis, tout ça c'est en train de bouger, bah, tu regardes la moto et tu te dis, c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc, on était dans cet élan-là. Et donc, je crois que c'est pour ça que, évidemment, les parents n'étaient pas les mêmes. Nous, sûrement, on n'était pas les mêmes. Et on était dans une société qui était finalement, je crois, malheureusement, plus liberticide. En tout cas, sous ces aspects-là. On te laissait faire cette expérience. Bon, toi, tu as poussé l'expérience jusqu'au Challenge-Anda, 78. Ouais. Et c'est assez rigolo parce que, comme tu étais jeune, tu n'allais pas sur les courses en camionnette, mais en train. Ouais. Et cette façon de galérer, j'ai l'impression que ça t'a donné ensuite, dès que tu as pu, l'envie d'aider les pilotes qui étaient un peu en galère aussi. Quoi. Ouais. C'est très juste. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais cette passion. Et donc, rien ne pouvait me bloquer dans le fait de le faire. Et donc, il a bien fallu que j'économise, que j'essaie de me payer ma moto. Et en fait, le Challenge-Anda à l'époque était la discipline la plus abordable. Celle qui me faisait rêver, c'était la Coupe Kawasaki. Parce que ça avait sorti des pilotes comme Patrick Ponce, Hervé Guilleux. C'était abordable pour le niveau, le prix de la moto? Le prix de la moto, ouais. C'était le prix. C'était le prix. Parce que papa a été clair, il m'a dit, écoute, si un jour tu veux courir, tu m'oublies. Hein. Parce que ça, moi... Je ne serai pas ton sponsor officiel. Non, jamais je t'aiderai. Et par contre, si tu le fais avec ton fric, tu fais ce que tu veux.
Donc, c'est une bonne façon mais de c'était rendre les très gens bien. matures. Quoi. Mais évidemment, mais je ne le remercierai jamais assez. Parce que, et donc, j'étais 10 jockeys au cirque militaire le vendredi soir et le samedi soir pour des pseudos de mariage. J'étais coursier pour Hermès le samedi matin avec mon Solex où j'allais livrer les colis. J'étais maraîcher le dimanche matin sur le marché de Levallois. J'étais Déjà, à l'époque, emballeur. tu dormais pas beaucoup. Quoi. Non. Non, mais d'ailleurs, ce qui a été tout un truc, moi, dans ma famille, parce que tout le monde s'est dit, c'est un glandeur, il bosse pas. Bon. Parce qu'ils voyaient bien que je faisais autre chose, mais qu'à la maison, moi, je travaillais pas. Mais parce que j'avais vite compris que si j'écoutais suffisamment en classe, ça me suffisait pour aller 12, 13, pas besoin de plus. Et comme ça me libérait du temps quand j'étais à la maison pour faire d'autres trucs. Et donc, je consacrais tout mon temps à la moto quand j'étais à la maison, et le minimum de temps aux études quand j'étais en classe. Et en faisant comme ça, je suis passé, ça passait. Donc tout le monde se disait, il est chanceux, il a du bol, il a du bol. Mais parce que les gens jamais cherchaient à mais là, comprendre quand on mon revient système. à Honda, là, tu te confrontes à la réalité. C'est-à-dire que le challenge Honda, Oui. c'est pas tout d'avoir une moto et d'aller sur le circuit. Non, mais évidemment. La Mais compétition, ça reste. Oui, mais c'est ça que je trouve magique dans la confrontation. compétition. Parce que la compétition, ça triche pas. Même si dans un sport mécanique, apparemment, dans le challenge Honda, ça triche oui. un peu. Non, mais après, bon. Mais sur le principe, tu es face à toi-même. Ouais. Et moi, c'est ça que j'adore dans la compétition. C'est ce sentiment que toutes les conventions, toutes les barrières tombent. Tu es face avec ta moto à une piste et à toi d'être bon et d'essayer d'être meilleur que les copains. Et ça, cette espèce de confrontation ultime de soi-même à une épreuve pure, intègre, elle fait énormément de bien. Et d'abord, elle apprend à se connaître soi-même, et je pense que c'est un des plus beaux apprentissages. Et donc, j'arrive à arracher la signature de maman pour ma licence, parce que j'étais mineur, donc il fallait bien que j'ai l'autorisation parentale. Et j'étais un peu salaud, parce que je savais que papa partait aux États-Unis 15 jours. Et donc j'ai utilisé maman pendant ce temps-là, en disant, maman, enfin, je lui ai expliqué que c'était sûrement la meilleure école pour apprendre à conduire et pour avoir moins d'accidents. Bon, et elle m'a cru, donc elle a signé mon truc. Papa, quand il est au courant, m'a dit, écoute, t'as été un peu charrié, bon, je te laisse faire. Et je suis parti pour faire ma première course à Dijon-Prénois en mars 78. Et là, j'avais pas de voiture. Heureusement, j'avais un cousin. Et mon grand-père était décédé 3 semaines avant. On a pris le 304 break de mon grand-père et on est parti sur la première course comme ça. Il neigeait, l'attente, on est arrivé à minuit le vendredi soir, vérif technique à 7h30, 8h sur la piste, 4 tours pour faire un temps. Basta. Et déjà à l'époque, après 4 tours, on en écrémait 70. Coup de bol, je me fais pas écrémer et je réussis à faire ma course qualif. Mais largué complet. Mais bon, c'était le premier truc. Et après, le cousin était plus disponible, la voiture du grand-père avait été vendue, et donc j'allais en train. Et en fait, papa n'y a jamais cru, il s'est dit, on va pas y arriver. Et en fait, je mettais le mercredi la moto en bagage accompagné, je démontais le réservoir, la selle, je mettais des cartons, elle partait le mercredi. Le vendredi, j'allais en classe avec mon carénage, ma selle, mon sac à dos, les outils, la combine, etc. Et quand j'avais fini les cours, par le métro, je filais à la gare, et je partais pour Le Mans, Toulon, etc. Et arrivé, là j'ai un truc savoureux, parce que j'arrive au Mans. Donc au Mans, nuit tombante, un peu merdique. Bon, je remonte ma moto. Alors je faisais pitié. Les mecs de la gare disaient, vous êtes complètement cintrés, vous allez courir avec ça? Je dis, ouais. Bon. Alors je remontais mon truc, et puis je partais en poussant. Parce qu'il y avait le mégaphone, j'avais pas d'assurance, pas de plaque, enfin il n'y avait rien. Je pousse, et je sors de la gare, je fais les boulevards. Puis au bout de 3 km, j'en avais ras-le-bol, je finis par démarrer, et je pars comme ça au ralenti en direction du Bugatti. Pas de bol, 2 flics à droite. 2 motards qui attendaient, qui me voient arriver, le mec m'arrête, me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pas de phare, pas de machin. Et je dis, je vais courir. J'allais courir. Bon. Et puis, je les touche. Il voit le gamin de 17 ans, truc. Il dit, on va pas le pruner quand même. Là-dessus, et véridique, le mec me dit, bon, attendez, c'est pas sérieux, je peux pas vous laisser partir comme ça. Alors, on va vous escorter. Et je suis arrivé au paddock, j'avais un motard devant, un motard derrière, et on est arrivé, et je suis arrivé, moi, sur ma moto avec mon sac à dos. C'était sympa. Et donc, c'était une de mes meilleures courses. J'ai fait une super course, j'étais premier suppléant. Quand tu es premier suppléant, tu n'es même pas sur la grille, tu es derrière la grille. Et donc, je me souviens, dans le premier tour, il y avait eu 9 chutes, donc je comptais les mecs qui tombaient. Et j'ai fait une super course. On s'est bagarré avec un mec qui avait le numéro 161, je m'en souviens encore. Et on a fait cette course. Et donc, ça m'a marqué. Et aujourd'hui,
moi, je commence toujours les grilles par le dernier qualifié. Parce que le dernier qualifié, tu ne sais pas quelle est son histoire. Et le mec, il est là, c'est un exploit. Et donc, moi, j'aime l'idée qu'il n'y a pas de champion sans une grille, sans un plateau. Et donc, le champion, il a besoin du mec qui est en dernière grille pour le valoriser. S'il n'est pas là, on ne sait pas ce que suppose sa performance. Tout seul, quoi. Donc, à un moment, moi, je suis en profond respect et admiration pour les pilotes privés, amateurs, parce que eux, c'est leur vie, c'est leur trip qu'ils mettent là-dessus. Et on en a besoin, et ça fait ce qui fait la beauté du sport. Donc c'est vrai que de toute cette expérience, parce que j'ai ensuite enchaîné même avec le Dakar, où j'étais dans les mêmes conditions. Bon, on va passer un peu ensuite aux expériences tout-terrain. Mais... Non, mais j'ai toujours été... Moi, j'ai fait... Souvent, je l'avais dit à Jean-Claude Olivier, je dis, écoutez Jean-Claude, on a fait les mêmes épreuves, mais pas de la même façon. Parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est pas ce que vous avez vécu. Mais toi, après, c'est l'expérience des rallye raids. Est-ce que tu as retrouvé à peu près les mêmes profils de mecs en galère qu'il y avait dans la vitesse? Oui, évidemment. Ou là, il y avait en plus le côté aventure? Mais il y avait des trucs aventure. Moi, ce qui s'est passé, c'est à la fois le drame de ma vie et ma chance, c'est que j'ai toujours cherché la discipline où je pourrais être bon. Et puis, en fait, je ne l'ai pas vraiment trouvé. Donc, j'ai essayé la vitesse, j'ai essayé de l'endurance, j'ai essayé ensuite de mettre à l'enduro pour aller viser les rallyes africains. Et les rallyes africains m'inspiraient parce que j'étais très démerde, j'ai toujours été démerdard. Moi, je suis papier, couteau, ficelle. Donc, tu mets un bout de couteau, machin. Avec ça, tu sais te démerder. Tu t'en sors une boussole et avec ça, tu peux déjà... Bon. Et donc, je me disais, cette discipline, elle me parle par rapport à ce côté aventure, navigation. Bon, j'étais très bon en topographie, j'étais bon en navigation. Donc, je me suis dit, c'est un truc où je peux peut-être faire quelque chose. Et là aussi, je commence à questionner autour de moi. Et je tombe, le hasard de la vie, mais c'était super sympa, je tombe sur un copain qui me dit « Comment ça, tu veux faire des rallyes africains ?» Mais mon copain a gagné le rallye 5-5, le rallye côte-côte. Il s'appelait Jacques Verlet, il courait sur une Yamaha. Il me dit « C'est mon pote, tu vas voir, je vais l'appeler, tu n'as qu'à rouler avec lui. » Tu vois, j'avais 19 ans. Il appelle son copain qui lui dit « Mais ok, bienvenue. » Il habitait à côté de Maule et je vais le voir un dimanche pour rouler avec lui. Et il avait une KTM de 140. Et il avait sa moto du 5.5 qui était là, qui était une XT500 avec une fourche d'YZ 125. Moi, je venais en bottes en caoutchouc, kawaii, bon. Il me dit, parfait, ouais, allez, viens, roule, tu prends la XT, si tu me suis, c'est que tu n'es pas trop mauvais. Je passais, j'ai transpiré, etc. Et j'étais que omnibulé par un truc, c'est pas me faire larguer, parce qu'en plus, je ne savais pas où on était, j'aurais été paumé, je ne sais pas comment. Et du coup, plusieurs fois, j'ai été rouler avec lui, et ça a été ma préparation au Dakar. Et alors, considérant qu'il m'a dit, écoute, tu te démarres suffisamment, déjà, allez, vas-y, lance-toi. Et je me suis mis pour projet d'aller faire ce Dakar, c'était en 82. Et avant, je m'étais inscrit au Rallye Tunisie, qui était organisé par Fenouille, qui était une super épreuve. Parce qu'il y avait quand même 8 vrais jours de course. On faisait à peu près 450 km par jour, ce qui veut dire qu'on arrivait toujours de jour, on avait le temps de faire sa mécanique. Moi, je n'avais pas d'assistance, je faisais toute ma mécanique tout seul. Et j'avais qu'un train de pneus pour toute la course. Et malgré tout, l'air de rien, je m'en prenais quelques-unes quand même, parce que bon, je m'en prenais tous les jours, mais je ne me paumais pas, j'étais machin, je faisais le bon élève, là, qui ne faisait pas de conneries, et donc je remontais tranquillement au classement. Et donc au scratch, parce qu'à l'époque on était de 200, bon 200, et puis hop, et puis je rentre dans les 100, j'avais une 2,5, tout le monde. Et puis dans les 50, et puis je me retrouve 45e ou un truc comme ça, la veille de l'arrivée. Mon pneu était lisse comme un slick, je gonflais ça en plus à 1,8 kg pour être sûr de ne pas crever. Bon. Arrive le dernier jour, très bien, je pars, hop, et le roadbook était vachement bien fait, sauf que les 3 quarts des mecs se paumaient. Et les gens avaient repéré que moi, je ne me perdais pas. Donc, sans arrêt, parce qu'il y avait toujours les mêmes qui me repassaient. C'était toujours les mêmes. Et alors, dès que c'était un peu foireux, il y avait 3-4 qui suivaient derrière, qui attendaient de voir. Et puis, on arrive dans un fond d'oued, comme ça, grand gauche, au milieu de la savane. Et puis, à un moment, le truc qui te fait envie, tu vois, une chouette ligne droite, une belle ligne droite, avec les montagnes des deux côtés, ton fond d'oued et tout. Tous les mecs qui me suivaient, ils voient la ligne droite avec leurs 500, ils me déboîtent. Et moi, j'avais vu, après la virage à gauche, à 300 mètres, petite sente peu visible. Moi, j'arrive, 300 mètres, petite sente peu visible, je prends ma sente, tous les autres étaient partis tout droit. Je monte en haut sur le plateau, et là, il y avait le CP de l'organisation. Le mec me dit, t'es 3e. Putain, j'étais parti 45 le matin. Je dis, comment ça, je suis 3e? Bah, t'es le 3e à passer. On n'a vu personne. J'arrive, je termine.
ultra excité. J'ai remonté 25 places le dernier jour, parce que 4 heures de pénalité pour tout le monde, ils étaient tous à jardiner paumés. Et ça a été mon heure de gloire. J'ai fini 3e en amateur et tout. Enfin, je reçois le trophée de l'avenir par Fenouil et tout. Donc je me suis dit, c'est fait. Et là, j'ai voulu faire une moto d'usine pour le Dakar. Et du coup, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Le Dakar a été une catastrophe, mais j'ai appris l'humilité du désert, parler à sa moto, se retrouver quand même du rail. Donc moi, j'ai une grande admiration pour les pilotes Dakar, même si aujourd'hui le Dakar n'est pas le Dakar que j'ai connu, en tout cas en tant que compétiteur. À mon avis, ça reste quand même une épreuve difficile. Mais c'est une épreuve de dingue, et tes 800 bornes dans la journée, il faut les faire, et même s'il y a de la liaison. Et c'est une tension dans la durée, et où tu te questionnes toi-même en permanence, donc c'est ça qui est magnifique. Mais donc, oui, j'ai beaucoup appris avec la course. Voilà, après, tu es rattrapé par la virelle, il faut bien trouver un travail. Ouais. Et toi, tu te dis, il faut que je travaille dans la course ou ce sera rien. Qu'est-ce que tu fais du coup après? Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis attaché à une maison familiale qui est dans le luxe, qui s'appelle Hermès. Et donc, mon grand-père était le président, mon oncle était le président, c'était mon parrain, mon père avait créé les parfums Hermès. Donc, je baignais dans ce monde-là. Et donc, à l'époque, déjà, on faisait son service militaire. Donc, déjà, je fais mon service. J'arrive à le faire comme journaliste au CIRPA, sans être pistonné, ce qui était quand même peu courant. Mais je suis très fier de ne pas avoir demandé un soutien. C'est bien de le mentionner. Mais oui, parce que non, j'avais été testé, on m'avait demandé de faire des papiers, et puis finalement, ils avaient pris mes papiers. J'avais été payé comme pigiste, ce qui était quand même pas mal, par Terre-Mer à l'époque. Mais le fait que j'ai fait le Dakar les intéressait. Et là-dessus, c'était formidable, parce que j'avais un copain d'enfance, on était en 11e ensemble, François Charliat. On a commencé la moto ensemble, et lui faisait beaucoup plus de tout-terrain. Et là-dessus, il trouve un budget, il fait son service comme moi, il est à Offenburg, et il se fait sponsoriser par l'armée pour faire le Dakar. Et il m'appelle au mois d'octobre en me disant « Eric, si tu trouves une bagnole, tu pars avec moi et tu me fais l'assistance. Wow. » Je dis « Putain, oui, il faut trouver une bagnole. » mais bon. Et là-dessus, j'en parle au rédacteur en chef, qui me dit « Écoutez, De Seine, si vous trouvez, pourquoi pas, je vous laisse partir. » Mais il faut que vous trouviez la bagnole, et je vous préviens, il faut que ça soit une voiture de l'armée, donc ça peut être qu'un Peugeot P4. Et le Peugeot P4 était juste en train d'être intégré dans les forces de l'armée française. Du coup, je me dis, il faut que je trouve quelqu'un chez Peugeot, etc. Je finis par trouver... Alors, en plus, il ne fallait pas que ce soit une immatriculation militaire, il fallait que ce soit une immatriculation civile. Donc, il fallait que ça soit un des 5 P4 utilisés pour l'homologation. J'arrive au département homologation chez PSA, je finis par avoir un rendez-vous. J'arrive, fin octobre, bruine merdique, vraiment fin de journée, il faisait nuit, etc. Et on m'accueille, on me fait passer dans les couloirs de PSA, et j'arrive dans un petit bureau, bas de plafond, ils étaient 2 derrière une table, absolument la Stasi, enfin un truc. Bon. Et j'arrive, asseyez-vous, et puis il me dit, j'ai pas besoin de vous écouter. J'ai une question à vous demander. Est-ce que vous connaissez Amaury De Seine? Et je leur dis, ben oui, c'était mon grand-père. Écoutez, votre grand-père est celui qui m'a embauché chez Peugeot. Ah ouais? Parce que mon grand-père avait été DRH de Peugeot à la fin de sa vie. Votre grand-père m'a embauché chez Peugeot, donc votre P4, vous l'avez, vous en faites ce que vous voulez. Et du coup, j'ai récupéré mon P4. Malheureusement, on a eu 3 semaines pour le préparer, et il y avait plein de merde qui était... Voilà, et ça a été aussi une galère sans nom. Et le pauvre François, on a réussi à l'accompagner jusqu'à Tam. Finalement, on a été mis hors course par Sabine, après 500 km à la ficelle, sans assistance et tout. Enfin bon, Dakar, quoi. Bon. Mais bon, voilà, expérience de vie. Et François est toujours mon ami. Et il a été porteur d'eau de Cyril Neveu en tant que pilote officiel chez Honda. Donc il a bien réussi à la suite de ces Dakar. Et ça t'a créé une vocation professionnelle, ça, du coup ou Oui, parce que, si tu veux, et donc tout ça arrive, voilà, je fais mon service, et arrive le moment où il faut aller faut basculer dans la vie professionnelle, et j'étais impatient d'ailleurs de travailler. Moi, je n'étais pas du tout à vouloir faire des études à rallonge. J'avais fait une prépa HEC, j'avais fait de mon école de commerce, ça allait bien, allez, faut y aller. Donc j'étais archi motivé. Et très vite, mon oncle m'a dit, écoute, Eric, Hermès t'oublie, hein. Il a besoin de personne, et sûrement pas de toi. Bon, voilà. Donc, je me suis dit, il faut que je puisse avoir un engagement aussi passionnel que celui que j'aurais pu avoir pour Hermès, parce que je pense que j'aurais pu l'avoir. Et donc, j'avais la moto. Et donc, pour moi, il n'y avait pas débat.
Il fallait que je trouve un truc dans la moto et, si possible, attaché à la course. Parce que je voulais avoir cet enthousiasme à m'investir dans ma vie professionnelle. Et donc, j'ai envoyé 240 CV à toutes les sociétés de la distribution, accessoires, pièces, auto, moto, enfin, pourvu que ça fasse du bruit, que ça avance, ça m'inspirait. Donc j'ai ma première lettre de candidature spontanée à Sonoto Yamaha qui date déjà de cette époque-là. Et puis finalement, je me fais embaucher dans une boîte qui s'appelait Chrono Organisation, qui était l'agence de relations publiques du team Sonoto Yamaha et de la Coupe Yamaha. Malheureusement, les places étaient prises sur la moto et je me retrouve en charge d'un budget qui venait de rentrer et qui était un tabac à chiquier américain, Skull Bandit, qui a été un flop retentissant, mais qui à l'époque ont sponsorisé une écurie de Formule 1 qui s'appelait RAM et une écurie en championnat du monde d'endurance. Et je me suis occupé de cette écurie en termes de retombées pendant quelques mois, avant de lancer ma boîte sur un projet qui était de monter des caméras de télévision. Ouais, c'est ça, c'était Sport Action, mais voilà. C'est assez incroyable parce que tu étais super en avance sur ce qu'est aujourd'hui la caméra embarquée, quoi. C'est ça. Ah ben, moi, je peux pas, à chaque fois que je vois une GoPro, je me dis, mais t'as eu raison trop tôt, quoi. Qu'est-ce que j'aurais rêvé? Parce qu'à l'époque, non, ça n'existait pas. Et en fait, j'avais rencontré un garçon qui avait été très spécialiste en travaillant avec Rémi Julienne sur le montage des caméras de cinéma, sur les voitures, les cascades, etc. Donc il avait cette connaissance-là et il savait ce que cette image pouvait apporter. Et donc ensemble, on a créé cette boîte pour développer le système, le faire fonctionner et réussir à démontrer qu'on pouvait retransmettre des images en direct au cœur de la course. Et on l'a fait dans l'automobile et on l'a fait dans la moto. Et là, moi, c'était une expérience de vie aussi très formatrice parce que j'ai été dans les Grands Prix, j'ai fait des rencontres. Les photos qu'on peut voir là, c'est vraiment sur le circuit Carole quand on a démontré que le système fonctionnait. Ça veut dire que je parlais en plus dans le casque en direct. On avait la retransmission son et image. Ce qui d'ailleurs, je fais me vautrer parce qu'évidemment, quand tu parles, tu es déconcentré et j'en ai rentré une au lieu d'en monter une. Bon. Mais en attendant, ça fonctionnait. Et grâce à Christian Leliard, qui est venu voir un jour en me disant on ne se connaît pas, mais ce que vous faites, je trouve ça génial. Et Christian était sponsorisé par Elf. Et donc, il était sensible à ce côté image, etc. Et donc, on a monté ensemble une écurie de course en 85 avec des Suzuki ex-usine de Mélian. Et j'avais Benetton et ICF comme sponsors. Et j'avais que des pilotes de Grand Prix, puisqu'on avait Hervé Guilleux, Thierry Espier et Christian Leliard. Et on a fait des super résultats. On a fait 4e au Mans. Malheureusement, au bol, on chute les 2 motos. Il y avait Jean-Paul Boinet aussi qui roulait sur la 2e moto. Et on avait une moto caméra et une moto pour aller chercher les résultats. On a fait 6e à Suzuka. Et moi, j'avais 26 ans. J'étais team manager de ce truc-là. C'était une aventure incroyable qui m'a coûté un peu cher quand même, parce que j'ai mis 7 ans à rembourser mes dettes. Mais j'ai fait des rencontres. J'ai appris aussi de l'intérieur ce métier d'avoir son team. Et puis, j'ai eu une amitié, j'ose dire amitié, parce qu'il était formidable avec Alain Chevalier. Et Christian était en contact avec Alain. Et Alain a accepté de monter nos caméras en 500 sur la moto de Thierry Espier. Donc De Radigues roulait sans la caméra, mais nous on équipait celle de Thierry. Et ce qui nous a permis de faire des images retransmises en 1985. On était 5 ans avant que ça arrive en Formule 1, donc on était vraiment les seuls. Et c'était, on avait fait Spa-Francorchamps, on avait fait Silverstone, et on travaillait malheureusement qu'avec les sociétés étrangères de télévision. Et en France, je vais encore rester pudique 40 ans après, mais c'était... il y a une histoire un peu de blacklistage. C'était plus compliqué. On va dire que c'était plus compliqué. En 84, tu récupères aussi un peu les RP de Suzuki France. Et là, c'est intéressant parce que c'est ton premier contact professionnel avec les Japonais. Et tu apprends des choses. C'est une drôle d'aventure. Parce que je voyais bien que la caméra, c'était pas ce qui allait nous rémunérer. On était en développement, c'était du R&D. Et commercialiser ça était encore impossible. Et donc, il fallait bien trouver une autre activité. Et je ne sais pas comment, je suis au courant que Suzuki France cherche une agence pour faire les relations presse de Mélian et de leurs activités en compétition. Du coup, je le rencontre, et à l'époque, c'était un certain Tamaï, qui était le directeur général de Suzuki France. J'y vais, très bien, l'entretien se passe bien. Au revoir, monsieur, on vous rappelle.
Il me rappelle, ce serait bien qu'on se revoie. On se revoit, je raconte mon histoire. Merci monsieur, au revoir monsieur. Au bout de 3 fois, je me dis, putain, il y a un truc qui ne va pas. Et j'étais vraiment décontenancé. Et je contacte un ami de mes parents qui avait été pendant 10 ans président de Coca-Cola au Japon. Je l'appelle, il s'appelait Charles Hochman, un type délicieux. Et j'appelle Charles et je lui dis, écoutez Charles, il faut que vous me conseillez, voilà. Il me dit, explique-moi un peu comment tu fais. Ben voilà, je viens, je leur explique tout ce qu'on fait bien, pourquoi c'est là, et puis on est compétitif, on n'est pas cher, enfin tout va bien. Il me dit, t'as tout faux. Je dis, ah bon ? Non, t'as tout faux, parce que là, tu raisonnes en bon sudiste de l'Europe. Tu essaies de démontrer par A plus B que tu as raison, et qu'ils sont cons s'ils ne signent pas. Ben ça ne marche pas avec les Japonais. Donc il faut que tu dises ce que tu sais faire, mais qu'il y a d'autres manières de faire, qui pourrait choisir autre chose. Tu lui laisses des portes ouvertes partout, et normalement, à un moment, il va y avoir un silence. Surtout, tu te la boucles. Tu attends que ça passe. Et là, il va te regarder dans les yeux. C'est le test de la confiance. Tu regardes son regard et tu ne dis rien. C'est lui qui doit reprendre la parole. Et normalement, tu vas voir, tu devrais le signer. J'arrive c'est cérémonial comme truc. Ah oui. J'arrive 4e rendez-vous, Tamaï, petite salle de réunion où il recevait les visiteurs, qui était une espèce de salle de classe infâme au rez-de-chaussée de Suzuki. Il était là, je le vois encore, il avait son petit blouson en plastique Suzuki GSX-R en plastoc, et il m'écoute. Et là, les lourdes ouvertes partout. T'appliques les consignes. Voilà, évidemment, je suis un parmi d'autres, etc. Bon, et à un moment, silence. Les yeux, je dis rien, le mec reprend, prend mon truc et me dit on va vous le signer votre contrat. Et j'ai signé mon premier contrat avec une société japonaise ce jour-là, et j'étais adoubé. Et donc ça a été une belle expérience parce que Suzuki, et moi j'aime beaucoup Dominique Mélian et l'esprit dans lequel il courait. Et donc ça a été des bons moments partagés. Et en fait, comme j'étais adoubé, Tamaï m'a ensuite présenté à Trio Kenwood, qui était un gros sponsor du Mans. Et donc, ça nous a permis de faire les relations presse aussi de Trio Kenwood, au Mans, etc. Donc, ça m'a ouvert et j'ai appris à travailler avec eux. Et des années plus tard, un jour, j'ai raconté ces anecdotes à Jean-Claude Olivier, qui m'a dit « Oh, vous auriez dû me le dire avant !» Je comprends maintenant. Et en fait, Jean-Claude, qui était un cartésien qui voulait y aller parfois en force, je pense que parfois, il n'a pas pu convaincre parce qu'il n'était pas dans ce que les Japonais étaient capables d'entendre. Bon, tu me tends une superbe perche parce que là, on allait aborder ton entretien, donc JCO qui t'appelle. Oui, alors et là, 17 minutes pour arriver à ton entretien d'embauche. Mais enfin là, on saute 2 étapes parce que finalement, Sport Action, ça fonctionne jusqu'au jour où je vois qu'en France, j'y arriverai pas. Il y avait des lobbies beaucoup trop puissants, à commencer par Elf, qui à l'époque voulait contrôler tout le secteur des sports mécaniques. Et grâce à Gérard Rolls, qui a eu l'honnêteté de me le dire, j'ai compris que ce n'était pas un milieu pour moi. Avec mon intégrité bien protestante, j'avais du mal avec les usages du milieu de cette époque-là. Donc, je suis parti, j'ai arrêté, on a fermé tout ça proprement, et je suis parti chez Mobil, où là, j'ai réussi, je la fais courte, mais à les convaincre à lancer une gamme de lubrifiants moto avec des tonnes d'anecdotes, parce que les actionnaires étaient contre, les Américains étaient contre. Bref, j'arrive quand même à mes fins, et je me retrouve sponsor du team Sonoto Yamaha. Et c'est là où je rencontre Jean-Claude pour la première fois, au début de l'année 87, que je connaissais évidemment de réputation, mais bon. Et on contracte ensemble, et au bout de 3 ans, Mobil, j'en avais jusque-là, parce qu'ils n'avaient aucune ambition, donc je trouvais ça pas très drôle. Et donc, j'étais d'une certaine prétention, mais que j'assume aujourd'hui, parce que je leur avais dit, vous m'obligez à devenir médiocre. Alors je démissionne. Je démissionne. Bon. Et là-dessus, la réponse a été merveilleuse, parce qu'ils m'ont dit, on savait, vous n'étiez pas dans le moule. Je dis, voilà. Alors du coup, on est tous contents, tout va bien. Et donc, j'ai quitté Mobil, et à l'époque, j'avais un contrat d'embauche chez BMW. Et je devais reprendre la direction marketing de BMW France, sous Octave Mancé, qui était le directeur. Et j'avais le contrat, etc. Et je me dis, je ne peux peut-être pas faire ça, Yamaha. Du coup, j'appelle Jean-Claude Olivier et je dis, écoutez, Jean-Claude, je suis embêté parce que je quitte Mobil. Et j'avais eu quand même la délicatesse de prévenir Jean-Claude que j'allais partir d'ici 6 mois, que personne ne le savait chez Mobil, et qu'il me semblait sage de renouveler notre contrat pour 3 ans avant que je dise que je m'en vais.
Du coup, on a renégocié le contrat. J'ai sécurisé Yamaha pour 3 ans de plus de contrat. Et après, je lui ai dit, bon, je pars, mais je suis embêté, j'ai une proposition de BMW et je ne peux pas dire que ça ne m'intéresse pas. Oh, vous ne pouvez pas me faire... Attends, j'ai un truc pour vous. Bon. Il me rappelle 2 heures après. Il me dit, appelez M. Cambournac à la CEITA. Il attend votre coup de fil. Le job de Gastaldi, ça vous plaît? Et Michel Gastaldi était à l'époque le grand responsable de la politique sponsoring de la CEITA, c'est-à-dire qu'il gérait tous les budgets en Formule 1 avec Gitane Formule 1, Ligier et la moto avec le team Gauloise-Blonde, Yamaha. Et évidemment, c'était le job de ma vie. Bon, je l'avais interviewé quand j'étais au CIRPA. J'avais fait une interview, j'étais rentré à la maison, j'ai dit aux parents, les gars, j'ai vu le mec, il a le job de ma vie. Bon. 7 ans après, je suis recruté, je le remplace. Lui, il ne s'en souvenait pas de l'interview, moi je m'en souvenais. Et donc, bon. La CEITA, pour ceux qui ne connaissent pas. La CEITA, c'était la société de distribution des tabacs en France. Et à l'époque, on était encore, les sports mécaniques étaient tenus par les maisons de tabac. Donc, le job de ma vie, je travaille dans la course, enfin voilà, j'y étais. La déception de ma vie. Des valeurs de boîte que je ne pouvais pas, auxquelles je ne pouvais pas souscrire. Peut-être la promotion du produit qui le produit, moi je n'ai jamais fumé, je trouve ça dégueulasse, je n'étais pas en affinité avec le produit. Donc il y avait beaucoup de choses qui ne m'allaient pas. Au bout de quelques mois, je m'en rends compte, et je suis dans l'avion avec Jean-Claude Olivier, on va au Grand Prix du Japon, donc on fait le vol ensemble, on se raconte nos histoires, et Jean-Claude était sous le choc parce qu'il venait de perdre son directeur marketing, Didier Poitvin, qu'il avait suivi sur tous le lancement de son auto et qui était un type formidable, très bien. Et Jean-Claude était très peiné de ça. Et bon, et on parle. Et puis, au retour, il continue à me creuser. Et puis, d'un seul coup, ça devenait un peu job d'embauche, là. Enfin, entretien d'embauche. Bon, donc très bien, je joue le jeu. Moi, comme je n'étais pas heureux à la CEITA, je laisse dire que, bon... Une semaine se passe et le vendredi suivant, Jean-Claude m'appelle et il me dit « Éric, je voudrais qu'on se parle ». Et compte tenu des conversations qu'on avait eues, je savais ce que ça voulait dire. La déduction a été assez simple. Et il me dit « Quand est-ce que vous êtes disponible ?» Je lui dis « Maintenant ». Bon, bah écoutez, venez maintenant. Et c'est là où, en effet, 17 minutes ou 19 minutes, parce que, en fait, j'avais mes temps de passage. Donc, en fait, la Défense, à l'époque, Cergy-Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône, on était bien en 12 minutes. Ça veut dire qu'il fallait passer au pont de Gennevilliers, c'était 10 minutes. 10 minutes pont de Gennevilliers, 12-13 minutes la Défense par la 86. Et à l'époque, il y avait en plus des belles courbes à la sortie de la Défense. Et puis, 4 minutes pour aller au périph' et à la Défense. J'avais une FZ 750. Donc, j'arrive, mais à fond. Je pose ma moto sur le parking de son auto. Elle cliquetait encore de chaleur. Là, tac, 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 tac. Tu sais, quand tu coupes et tu dis, c'est bien, je suis en vie. Je monte au bureau. Et Sylvia, il y avait 2 assistantes, Jean-Claude, il y avait Claudine Mafiolo et Sylvia Boinard, et ce jour-là, c'était Sylvia. Sylvia m'accueille, elle toque à la porte de Jean-Claude, et elle dit « C'est Olivier, Éric est là ». Il dit « C'est pas possible, je viens de raccrocher avec lui, il était à la CEITA ». Ben, il est là. Et Jean-Claude m'accueille, mais froid comme un glaçon. T'as pas eu les lauriers, les lauriers que tu pensais avoir? Je pensais, pas du tout. Et il arrive glacial, et il me dit « Vous ne me refaites jamais ça ». Dire que je me suis dit, bon, là, ça commence bien. Peut-être que c'est pas ce que je croyais. Et puis, il m'a proposé le job quand même. Et en juin 90, je l'ai rejoint avec bonheur. Alors, c'est marrant parce que tu dis, quand tu as été au marketing et product planning, il fallait être plus rapide que, entre guillemets, les représentants des autres pays pour que les Japonais nous écoutent. Oui, ça, c'était la grande culture de Jean-Claude. Bon, Jean-Claude était un compétiteur, tout le monde le sait. Mais un compétiteur... un peu avisé quand même. Avisé, intelligent et attachant. Donc il aimait se confronter aux autres et il s'occupait de Yamaha France. Et à l'époque, on était encore importateur indépendant. On n'était pas filiale de Yamaha. On était Porsche plus que Yamaha. Et en fait, ce qu'il voulait, c'était montrer aux Japonais que la performance en France dominait tous les autres et que donc c'était bien eux qui devaient conserver l'importation et la distribution de la marque. Donc il y avait cette motivation de tout le temps faire mieux que les Allemands, que mieux que les Anglais, que mieux que les machins, etc. Et donc, et ce qu'on faisait, Bon. Et dès 90, il m'embauche et il me dit, Éric, vous allez reprendre le marketing, mais je veux vous mettre aussi sur le product planning. Parce que vous connaissez, vous savez de quoi vous parlez, et il me faut un mec qui connaisse. Et j'étais pas là depuis 3 semaines, qu'on part au Japon tous les deux ensemble,
pour un voyage qui était organisé annuellement avec toutes les filiales pour valider les protos de l'année prochaine. Et donc, à chaque fois, tu avais la moto actuelle, les motos de la concurrence et le nouveau modèle. Moi, j'arrive jeune bambec là-dedans, et il ne m'avait pas donné tous les codes. Et Fukuroy, c'est le plus beau circuit du monde. Le plus circuit beau test de Yamaha. Circuit test de Yamaha, plus beau. Dangereux, mais plus beau. Chaque courbe t'apprend quelque chose sur la moto, et tu sais ce que tu vas chercher. Donc pour moi, Fukuroy, c'est un livre. Chaque virage est un chapitre, et tu sais ce que tu vas pouvoir comprendre de la moto, ce que la moto va pouvoir te donner. Et donc on arrive à Fukuroy, on fait la première séance, etc. On roule, bon, deuxième séance, troisième, et avec Jean-Claude, on roulait ensemble, et puis on faisait 2 tours libres, et puis après on se mettait côte-côte, et alors il y avait un code, il disait troisième, 3 ça voulait dire je suis en troisième, et après il faisait 5, 4, 3, 2, 1, bah à fond, et on regardait comment les reprises fonctionnaient, etc. Donc on avait tout un code, donc ça c'est vite je pigeais. Et troisième séance, j'arrive, je pars, et je ne sais pas pourquoi, je le double. Erreur erreur totale. Donc, je le double, je ne sais pas, une espèce d'enthousiasme dans l'instant. Je sais encore dans quel virage, un grand droite comme ça en dévers. Je le double, on s'arrête après. Et là, alors qu'à chaque fois, on échangeait 2 minutes, on disait, vous prenez laquelle, la prochaine et tout. Là, je m'arrête, il s'arrête juste derrière moi. Il s'arrête, il me jette comme ça sur le coup. Il prend la suivante. Et il repart comme ça. Les Japonais... Tout le monde avait compris. Hein. Oh, bon, j'ai compris la leçon. Donc après, plus jamais je l'ai fait. Et donc, on est reparti comme ça. Et en fait, il m'avait dit, Eric, ce qu'il faut, c'est taper les autres. Donc, alors, les Italiens, en 4 tours, on leur collait un tour, à chaque fois. L'anglais, ils étaient bien habillés, non? Oui, ils étaient bien habillés. Mais il y avait un anglais qui roulait pas mal, mais bon, malgré tout, il fallait se le faire. Et les Allemands, ça allait. Donc, on arrivait. Et en fait, le but du jeu, et je l'ai toujours vérifié, et c'est encore vrai aujourd'hui, j'étais en juillet dernier en train d'essayer à Fukuroy, pareil, la même, avec des motos que je ne vous citerai pas. Mais à la fin de l'interview. Mais bon, et en fait, ça marche toujours comme ça. Tu colles, parce qu'on n'est pas des pilotes, donc quand tu colles à l'autre, tu lui mets 20 secondes, c'est pas 2 secondes, c'est 20 secondes. Donc quand tu roules, et que tu as collé 20 secondes à tout le monde autour, et que tu t'arrêtes, les ingénieurs, ils viennent tout de suite à toi. Parce qu'ils savent que tu as poussé la moto plus loin et que ce que tu vas pouvoir restituer est beaucoup plus fin que celui qui n'a pas pris d'angle, qui n'a pas freiné et qui a juste roulé. Donc, en fait, évidemment que pour un ingénieur, le développement de sa moto doit répondre à une amélioration de sa moto dans ses retranchements et que si tu n'y vas pas, tu ne peux pas raconter grand-chose. Donc, oui, ça, c'était bien le code de la maison. À cette époque, est-ce que tu te souviens de motos qui ont été faites suite à une demande d'un marché, que ce soit l'Europe ou les États-Unis? Est-ce qu'à un moment, vous avez réussi à influencer la production? Oui, beaucoup. Beaucoup. Yamaha, pour avoir échangé souvent avec ce copain d'enfance qui était François Charliat, qui à une époque a travaillé chez Honda France et qui à une époque a été testé les protos Honda au Japon. Et on confrontait nos expériences. Et ça n'avait rien à voir. Il m'a dit, moi je vais chez Honda, si je sors la moindre critique, je suis un mauvais et j'ai rien compris. Bon. Alors que nous, Yamaha, les ingénieurs étaient avides de savoir ce qu'on pouvait leur demander de corriger ou d'améliorer. C'était pas du tout la même ambiance. Et donc, le Japon, chez Yamaha, a toujours été avec des oreilles comme ça, d'éléphant, pour écouter les attentes du marché. Et donc, on a toujours nourri cette inspiration, cette demande vis-à-vis du Japon, pour essayer d'avoir les modèles qui soient les plus adaptés à notre marché. Et à l'époque, la demande, elle était même franco-française. Si on pouvait faire un modèle qui aille encore mieux au marché français, et même qui pour les Allemands ne les intéresse pas beaucoup, qu'on arrive à l'avoir, yes, parce que ça voulait dire qu'on ferait une meilleure performance que les copains. Donc il y avait aussi cette petite rivalité qui parfois n'était pas toujours très saine, mais évidemment qu'il y a une longue liste de modèles. La RDLC, elle a été en partie inspirée. La Ténéré est évidemment un produit français. La TDR 250 est un produit qui a été demandé par nous. La VMAX était un peu poussée par le marché américain. Non, la VMAX, ça a été poussé par le marché américain. Elle a été d'abord importée au Canada et on l'a piqué aux Américains et on se l'est approprié. Le Biwiz était un produit qui était prévu pour le marché japonais et américain et pas du tout pour l'Europe.
Et c'est parce que Kenny Roberts se baladait dans le paddock avec son Biwiz que Jean-Claude l'a vu passer. Il a été voir les Japonais en disant, mais attendez, il me le faut ça. Bon, donc il y a des trucs comme ça. La Virago 125, qui pourtant a été un grand succès, que moi j'ai pleuré, quémandé aux Japonais, on l'avait pas. Et un jour, par une indiscrétion de couloir, alors que j'étais au Japon, j'apprends qu'il y a les Chinois qui l'ont. Je me fous de ma gueule. Et j'entendais qu'il y avait un Chinois qui se plaignait d'avoir des surstocks de Virago 125 et qui ne savait pas quoi en foutre. Il parlait avec un Japonais, je vais le voir direct, je lui dis, si vous voulez, moi je vous rachète vos containers. Je lui dis, mais vous avez un prospectus? Il me sort le prospectus de la Virago qu'on demandait. Alors là, après, je suis retourné voir les Japonais, je leur ai dit, les mecs, arrêtez de nous prendre pour des billes. Ce truc-là, il nous le faut. Et finalement, on l'a eu. Parce que j'aurais dit, sinon je les importe de Chine. Alors ça leur a fait peur. Donc ils m'ont dit, non, tu le fais pas toi-même, on va trouver. La TW 125, ça c'est vraiment un truc que moi j'ai beaucoup demandé et j'ai réussi à l'avoir. Non, il y a une longue liste de modèles. La TDM, c'est un produit strictement européen, enfin vraiment sur lequel on a poussé. La Super T, j'ose dire que 70% de la gamme, elle a été vraiment poussée par l'Europe et à 60% par la France. On a toujours été très écoutés. On fait un petit bond dans le temps au niveau de ta carrière professionnelle, mais elle est intéressante parce qu'on reste sur le même sujet. Donc en 2009, tu reviens chez Yamaha. Et là, tu dis un truc intéressant, c'est que dans les tuyaux, il n'y a rien. Mais en gestation, il y a la gamme MT dont on sait aujourd'hui quel succès et quelle largesse elle a eu dans le marché. Ouais. Comment tu peux expliquer de revenir, d'avoir rien comme moto, si ce n'est cette idée, et comment ça devient le best-seller que ça a été ensuite, la MT-07 et les autres aussi, quoi. Alors, si tu veux, je quitte Yamaha en 2001 par désespoir. Jean-Claude veut me montrer que c'est lui le patron, et moi, je veux lui montrer que j'ai aussi une ambition qu'il faut un peu écouter. Bon. Jean-Claude avait une grande règle qui était 3-5-7. Alors, personne ne sait ce que c'est que 357. Lui était persuadé que c'était une espèce d'évidence que tout le monde connaissait. 357, c'était pas idiot. Hein. Ça voulait dire il faut 3 ans pour comprendre son job et bien regarder devant et savoir piloter son job. Il faut 5 ans pour regarder les côtés et donc maîtriser ses concurrents. Et au bout de 7 ans, tu as fait le tour et il est temps de changer. En 2000, j'arrive à mes 7 ans. Parce que j'avais commencé par le marketing, puis on a fait Yamaha France, puis j'étais devenu directeur commercial et marketing. Et c'est donc que j'avais 7 ans que j'avais cette fonction. Et donc je dis à Jean-Claude, 357, maintenant qu'est-ce que je fais? Donc je lui dis, écoutez, j'aimerais bien, 40 ans, une direction générale, même adjointe, c'est mon job, je vous le donnerai le jour où je l'aurai décidé, etc. Et du coup, il me pousse bêtement. Et je dis bêtement parce qu'il me l'a dit après. Il m'a dit, c'était bête, j'aurais pas dû le faire. Bon. Mais il me pousse en me disant, mais si vous voulez une direction générale, il n'y a pas qu'Yamaha dans la vie, mon vieux. Mais si un jour vous décidez de vouloir partir, il faudra me le dire 1 an à l'avance. On était dans l'avion, on partait au Japon, on était à côté, il me chauffait, il voulait rien comprendre de ce que je lui demandais. Je lui dis, écoutez, Jean-Claude, l'année, elle commence maintenant. Bon, très bien. On s'arrête là, 1 an se passe. 1 an plus tard, dans l'avion, la même. Je dis, Jean-Claude, alors, la discussion d'il y a 1 an, on en est où et tout? C'est pareil et tout, je déciderai le jour quand même. Je dis, bon. Et puis finalement, je suis parti encore 1 an après. Je l'ai encore. Ma lettre de démission est une lettre d'amour. Il n'y a pas les larmes sur la feuille, mais quasi. Et on se sépare. Bon. Et donc, je m'aperçois que je suis incapable de travailler pour la concurrence, puisqu'à l'époque, j'ai un grand constructeur japonais et un grand constructeur italien qui me proposent la présidence de la France. J'y vais pas, je me sens pas, je me dis, je peux pas trahir, c'est pas possible. Et donc, finalement, je m'aperçois que je peux pas. Donc, et c'est là où je repars dans une aventure purement entrepreneuriale, connexe au marché, mais pas en concurrence constructeur. Et donc, je reviens 8 ans plus tard. Parce qu'au bout de 3 mois, j'avais quitté Yamaha, Jean-Claude m'appelle et on déjeunait ensemble tous les mois. Et donc, je m'aperçois que je continuais à ce qu'on partage ensemble. Et je ne veux pas dire, ce serait trop prétentieux de dire que je le coachais, mais je l'accompagnais en tout cas dans des décisions et on partageait. Et donc, je n'ai jamais coupé. Et donc, 8 ans après, il était prêt, il était mûr et je reviens. Et donc, à un moment, je lui pose la question de confiance. Je lui dis, Jean-Claude, c'est bien beau tout ça, mais le product planning, vas-y, montre-moi. Il me dit, rien. C'est vide. Il me dit, tu peux juste espérer... La peur du vide, là, non, quant à ça? Alors, Lehman Brothers était arrivé, hein, la crise de 2008 était là,
2009, elle a été confirmée. Les marchés européens baissent de 50% en 3 ans. C'était chaud. Il y avait du stock. J'arrive, il y avait un stock de dingue chez Yamaha France, de dingue. Et on avait à se mettre sous la dent, dans 1 an et demi, la FZ8 et la Super Ténéré. Donc, bon, très bien. Et il me dit, écoutez, c'est vide, mais c'est à vous de l'écrire. Bon, OK. Un bon challenge, déjà. Oui, oui. Donc, premier truc que je fais, provoquer une réunion de product planning. Et moi, j'appelle au secours tout le monde, hein, le banc, l'arrière-banc, Europe et tout. Et 3 mois après, on met en place une première réunion avec les Japonais pour se dire, pour comprendre, on a peu de capacité d'investissement, où est-ce qu'il faut qu'on mette l'argent? Et il y avait dans l'air l'idée peut-être de refaire un bicylindre ou un 3 cylindres. Et on fait 2 réunions successives lors de ce voyage, et j'arrive, et je ne sais pas comment, à un moment j'ai une espèce d'inspiration, et j'arrive à les convaincre qu'en fait il faut faire les 2. Et je leur dis, voilà, CP2, entrée de gamme, 700, CP3, 900 ou 850, CP4, 1000 cm. Là, à part l'idée, il n'y a rien. Il n'y a pas de design, il n'y a pas de valeur de couple ou de puissance. Non. Il y a uniquement l'idée de se dire, le marché, de quoi a besoin le marché est roadster, donc il faut qu'on fasse un roadster. Deuxièmement, il faut qu'on aille vers ce qu'on appelle des plateformes modèles. Ça veut dire se dire qu'à partir d'une base moteur-châssis, on arrive à décliner plusieurs variétés ou déclinaisons de modèles qui nous permettent d'élargir le nombre sur lequel on peut s'appuyer. Donc il y avait l'idée d'avoir une plateforme, l'idée de partir par un roadster, l'idée de partir du moteur. Assez vite, on se met finalement tous d'accord que oui, il y a une vraie logique. Et que 2, 3, 4 cylindres, on renouvelle et on repart sur des moteurs neufs pour les 15 prochaines années. Deuxième... Quand tu fais ça, tu sais à peu près à combien d'années tu te projettes pour avoir la moto concrètement? Oui, à peu près. Une idée, ouais. Oui, parce qu'on savait qu'on était à poil, on savait que du coup les ingénieurs pouvaient se mobiliser sur ce projet-là, et on sait qu'il faut au minimum 4 ans, 3 à 4 ans. D'accord. Donc voilà, on sait qu'il faut. Donc on sait qu'on va avoir la FZ8 et la Super Ténéré pour tenir 2 ans, mais on ne tiendra pas plus de 2 ans. Enfin, donc à un moment, il y avait encore la FZ1000, il y en avait d'autres, mais on savait qu'on était en bout, quoi. Donc on les convainc sur 2 cylindres, 3 cylindres, 4 cylindres. On les convainc sur cette notion de plateforme. Et assez vite, alors je ne sais plus si c'était lors de cette même semaine ou quelques mois plus tard, ils reviennent avec déjà des premières ébauches de design. Par moto, des premières esquisses. Entre autres pour MT-07 et 9, qui sont déjà très fidèles par rapport à ce qu'on a réalisé. Donc là, ils viennent avec des sketchs. Ça, c'est des esquisses nées purement du Japon, oui, ou avec quelques conseils de l'Europe? Nées purement du Japon. On travaille avec JK Design, qui est notre cabinet de design depuis la nuit des temps, et qui connaît bien la culture, avec lequel nous, on a des relations en direct aussi. Parce que moi, à l'époque, j'étais France. Hein, donc, et nous, la France, on était quand même très proche de JK Design. Et donc, ils viennent avec... mais on avait le choix pour chaque modèle de 20 à 30 designs différents. Ah donc, oui. Et puis des choses très différentes les unes des autres? Oui, relativement, et sur lequel on pince. Voilà, avec des trucs qui ressemblaient trop à la FZ actuelle, des trucs qui ressemblent trop à un produit de la concurrence, etc. Donc il y a aussi des directions de rejet pour progressivement pincer vers ce qui nous inspire. Donc assez vite, on se met d'accord, et là, c'est poser la question du nom. Et moi, j'ai beaucoup poussé pour MT. Personne n'était convaincu, sincèrement, au début. Et il y avait une grosse tendance qui voulait l'appeler FZ. Et d'ailleurs, les Américains l'ont appelé FZ. Donc la MT9 s'est appelée FZ9 aux États-Unis. C'était pas pour une question de propriété intellectuelle, c'était de la stratégie? Non, c'était eux, et qui pour moi étaient complètement à côté, parce que FZ, ça veut... Tu crées pas une nouveauté, là? Oui, non, et puis en plus, FZ, il y a une codification. Nous, le nom chez Yamaha veut dire quelque chose. Donc FZ, ça veut dire 4 cylindres liquides. Ça ne dit pas 3 cylindres liquides, ça veut dire 4 cylindres. Bon. Donc pour moi, il faut respecter les codes, parce que nos clients ont la même culture que nous, et il faut la respecter. Donc, j'étais assez, moi, favorable à MT, et j'avais une résistance parce que les gens considéraient que la MT-01 avait été un relatif échec. La MT-03 de l'époque, qui était ce mono 660, a pas mal marché, mais était un relatif échec à l'échelle du groupe. Oui, mais en affection des motards qui l'ont eu. Voilà, et c'est pour ça que moi, je me suis appuyé là-dessus pour défendre MT. Et je leur ai dit, écoutez, non, MT, Maxi Torque, bon, pourquoi pas, je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris que ça voulait dire Maxi Torque, mais MT, pour le moment,
ces deux motos ont empreint des motos de caractère, sur lesquelles il y avait une volonté en termes de design qui était affirmée. Ce n'étaient pas des motos banales. Là, vous vous êtes complètement foutu dedans, et moi, je m'en voulais parce que, avec Jean-Claude, on avait été ceux qui avaient initié la MT-01, sauf que moi, j'ai quitté le groupe en 2001, et donc je n'ai pas participé à la fin du développement. Et pour moi, on a trahi l'esprit de la MT-01 au départ, qui était beaucoup plus proche du concept bike qui avait été présenté à Tokyo, et qui était une moto beaucoup plus compacte, plus légère, et qui ne s'appuyait pas sur un Big Twin américain qui coupe à 6200 tours. Ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, c'était une moto qui avait de l'allonge. Et pour moi, le moteur de la 660 comme le moteur de la MT-01 ont fait des motos d'estime, parce qu'elles avaient de la gueule, parce qu'elles avaient quand même du caractère, mais qui ne leur ont pas donné la chance de vraiment dérouler la carrière qu'elles auraient dû avoir. Et je leur ai dit, le nom MT a été associé à ces motos de caractère. Si vous nous faites le moteur qui fonctionne, il n'y aura pas de problème. Les gens vont l'accepter, ce nom de MT. Et donc, qui m'ont suivi là. Et c'est comme ça que c'est devenu MT-07, MT-09, MT-10. Et à partir de là, en 2011-2012, le truc était lancé. J'ai pu aller essayer le premier proto en 2011, donc 2 ans avant la commercialisation de la MT-09. Et on a vu que le pré-proto était bien fait, que le moteur était tout de suite top. Le moteur a été formidable. C'est marrant parce que c'est devenu presque le point fort de ces 3 motos, le CP2, CP3, CP4, c'est un moteur... mais c'était en réaction quoi. à ce qu'on partageait, parce que moi, c'était mon évidence, mais c'était partagé par les autres aussi. Donc on faisait tout ça, c'est collectif. Hein. Je parle à la première personne parce que c'est tellement un engagement personnel, mais la décision, à un moment, il faut emmener le groupe. Et en fait, on avait tous bien conscience que le cœur d'une moto, c'est son moteur. Et quand tu as un moteur réussi, tu as un moteur réussi. Ça marche. Super. On va clore cette première partie. Et je voudrais remercier très sincèrement Francis Boutet, parce qu'il a fait un travail assez extraordinaire sur Bike 70, notamment avec une bonne série d'interviews de toi. N'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous aimez la moto, vous découvrirez ce qu'était la moto dans les années 70. Et c'est quand même du super taf. Et on se retrouve pour une suite qui va aborder la moto au présent et se projeter dans le futur, parce que toi, tu as énormément de connaissances de par tes différents métiers et comment on peut se projeter. Et ça devrait être intéressant aussi. OK. À bientôt. À bientôt.